La lumière du secret. Le vent salé fouettait les cheveux de Rachel Porter tandis qu'elle se tenait au pied du phare de Bécon Point, silhouette austère dressée sur son promontoire battu par les vagues. Ses 3 enfants se tenaient derrière elle, serrés les uns contre les autres comme une portée de canetons cherchant refuge contre le froid. Devant eux, l'agent immobilier, un homme sec nommé Denny, qui sentait à la fois l'après-rasage bon marché et la résignation, faisait tinter les clés dans sa main, impatient. « Écoutez, madame, j'ai encore 4 visites aujourd'hui. Vous le prenez, ou pas ?» Rachel leva les yeux vers la tour de pierre. 120 pieds de fissures, de briques éclatées, de fenêtres béantes. Le bâtiment semblait prêt à s'effondrer dans l'Atlantique, tel un doigt brisé pointant vers le ciel. Les murs de briques rouges, rongés par le sel, portaient la marque de 40 ans d'abandon. Des lianes s'agrippaient aux pierres, comme des mains cherchant à s'échapper de la terre. « Maman ?» murmura Tyler, 16 ans, en tirant doucement sur sa manche. Ce phare va tomber en morceaux. Sa petite sœur Mia, 8 ans, s'accrocha à sa jambe, le regard plein de peur. Seul Ben, 12 ans, paraissait captivé. Ses yeux brillaient, fixant la structure comme s'il déchiffrait une énigme. « Il date de quand ?» demanda-t-il. 1847, répondit Denny en reculant déjà vers sa voiture. La garde côtière l'a fermé en 82. Le dernier propriétaire voulait en faire un gîte, mais il a fait faillite. La banque veut juste s'en débarrasser. Rachel savait parfaitement ce que le village pensait d'elle. Les chuchotements dans les rayons de l'épicerie, les regards lourds à la sortie de l'école. Pauvre Rachel Porter. La femme qui avait perdu son mari d'un cancer. Celle qui cumulait 3 emplois pour nourrir ses enfants. Et maintenant, disait-il, la voilà devenue folle. Acheter un phare en ruine avec l'assurance vie de sa mère? Quelle mère digne de ce nom miserait l'avenir de ses enfants sur un tas de pierres? Mais quelque chose, ici, l'appelait. Peut-être la façon dont la lumière du matin effleurait la pierre érodée. Peut-être la chanson des vagues qui résonnait contre les falaises comme une promesse oubliée. Ou peut-être simplement la lassitude, 4 personnes entassées dans un 2 pièces moisi, un propriétaire méprisant, et cette sensation étouffante d'une vie sans horizon. Elle prit une grande inspiration. « Je le prends. » Denny la dévisagea, incrédule. « Vous êtes sérieuse? Vous avez lu le rapport d'inspection? Les fondations. »« Je le prends, » répéta-t-elle, d'une voix ferme. 3 heures plus tard, sa signature scellait l'achat du bien le plus méprisé de Saltmer, dans le Maine. $8 000. Tout ce qui lui restait. Tout ce que sa mère lui avait laissé avec une note pliée en 2, tente quelque chose, ma chérie. Moi, je n'ai jamais osé. La nouvelle se répandit plus vite qu'une tempête d'hiver. Le soir même, les voitures ralentissaient devant le phare pour observer la femme folle. Les rideaux s'écartaient dans les maisons. Au magasin de bricolage, Paul Murphy évitait son regard lorsqu'elle posa un balai et des seaux sur le comptoir. Ce phare est maudit, marmonna-t-il en rendant la monnaie. Rien de bon n'est jamais sorti de là. Cette nuit-là, ils dormirent sur des matelas gonflables, au rez-de-chaussée circulaire de la tour. Le vent s'engouffrait par les fenêtres brisées, sifflant des complaintes anciennes. Les enfants chuchotaient dans le noir, leur voix étouffée par la houle. Rachel, les yeux grands ouverts, fixait le plafond voûté de pierre. Et si tout le monde avait raison? Et si elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie? Au matin, le cri excité de Ben la tira de sa torpeur. « Maman! Viens voir. » Il se trouvait au 3e niveau, les mains posées contre le mur. « Écoute. » Ça sonne creux. Rachel posa à son tour sa paume sur la pierre froide. Oui, un écho. Léger, métallique. Elle attrapa sa lampe torche et observa de plus près. Le mortier semblait différent ici, plus grossier, plus récent. Comme si quelqu'un avait muré quelque chose à la hâte. Tyler, va chercher les outils dans le camion. Pendant 2 heures, ils travaillèrent côte à côte. Mia tenait la lampe, les garçons dégageaient les débris. Puis soudain, le burin de Tyler traversa la paroi. Un souffle d'air s'en échappa vieux, rouillé, presque respirant. Derrière le mur, une cavité étroite. Rachel braqua la lumière, un éclat de laiton. Une poignée. Elle tira. Une porte dissimulée s'ouvrit lentement sur une petite pièce taillée dans l'épaisseur même du phare. Des caisses de bois s'empilaient du sol au plafond, pourries, éventrées. Un cliquetis métallique roula sur la pierre.
Des pièces. Des centaines, peut-être des milliers, écus espagnols, souverains britanniques, aigles américains. Le sol scintillait d'or et d'argent. Mais ce ne fut pas cela qui fit trembler les mains de Rachel. C'était la toile appuyée contre le mur du fond, enveloppée dans une toile huilée. Elle écarta la couverture, et un cri muet lui échappa. Même à la faible lumière de la lampe, elle reconnut le tableau. Le concert de Vermeer. Volé au musée Gardner de Boston en 1990. Valeur estimée, 200 millions de dollars. Et il se trouvait ici. Dans son phare. Maman? Souffla Mia d'une voix minuscule. On est dans le pétrin. Rachel se mit à genoux, l'esprit en ébullition. Non, ma chérie. Mais il faut être très prudent à partir de maintenant. Elle referma la porte et se tourna vers ses enfants. Écoutez-moi bien. On ne dit rien à personne. Pas encore. Pas avant que je sache quoi faire. Vous pouvez garder le secret. Trois têtes sérieuses hochèrent en silence. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Rachel resta seule devant l'écran de son vieil ordinateur portable. Elle lut tout ce qu'elle trouva sur le casque du musée Gardner, les théories, les suspects, les pistes mortes. Puis un nom apparut, un nom qui glaça son sang. Patrick Sullivan. Ancien gardien du phare de Beacon Point, disparu en 1982, la même année où la garde côtière avait désaffecté le site. Soupçonné de lien avec la mafia de Boston. Elle leva les yeux vers les murs circulaires qui l'entouraient. Ce phare n'était pas un simple monument oublié. C'était un coffre-fort, un refuge pour secrets inavouables, un tombeau bâti pour dissimuler un crime colossal. Et désormais, ce secret lui appartenait. Rachel comprit alors que la véritable découverte n'était pas le trésor, mais la frontière qu'elle venait de franchir, celle entre le passé et la vérité. Entre la misère et la fortune. Entre le silence et le danger. Dehors, la mer grondait comme un avertissement. La lune, haute et pâle, jetait une lueur argentée sur les vagues. Rachel resta des heures devant la fenêtre, l'esprit en tempête. Chaque claquement de vent semblait murmurer un nom oublié. Le tableau, les pièces d'or, le gardien disparu. Tout s'imbriquait dans une énigme dont elle détenait désormais la clé. Elle pensa à sa mère, à cette femme douce qui n'avait jamais osé risquer quoi que ce soit, et qui, d'un geste posthume, lui avait offert la liberté et le péril mêlé. Elle pensa à ses enfants endormis à l'étage, à leurs visages paisibles ignorant que leur monde venait de basculer. Et au fond de son cœur, elle sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Car au pied de cette tour battue par les vents, elle venait d'allumer une lumière qu'aucune tempête ne pourrait plus éteindre. Rachel Porter n'avait pas seulement découvert un trésor, elle avait mis au jour un secret que des hommes puissants avaient tenté d'enfouir depuis plus de 30 ans. Cette nuit-là, alors que la mer cognait contre les rochers et que le vent faisait hurler les fenêtres du vieux phare, elle comprit que sa vie venait de basculer. Au matin, sa décision était prise. Elle ne pouvait pas aller à la police locale. Pas dans une petite ville comme celle-ci, où tout le monde connaissait tout le monde, où les secrets finissaient toujours par pousser des jambes et courir de bouche en bouche. Elle avait besoin d'aide mais pas de quelqu'un du système. D'un allié extérieur, quelqu'un de discret, compétent, capable de l'aider à naviguer dans ce labyrinthe sans mettre ses enfants en danger. C'est un vieux article du Boston Globe de 1995 qui lui donna une piste, Marcus Webb, agent du FBI à la retraite, spécialiste des vols d'art, connu pour avoir résolu certaines des affaires les plus étranges du pays. 15 années d'enquête derrière lui, et selon l'article, il continuait à consulter sur des affaires classées. Il vivait à Portland, à peine 2 heures de route. Ce matin-là, Rachel prépara du gruau sur leur petit réchaud de camping. La vapeur montait dans la lumière grise. « Les enfants, dit-elle d'une voix calme, j'ai une course à faire. Tyler, tu es responsable. Où tu vas, maman, demanda Ben, les yeux plissés de curiosité. Rachel sourit faiblement. Voir quelqu'un qui pourrait nous aider à remettre le phare en état, répondit-elle. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Le trajet vers Portland lui sembla interminable. Chaque voiture de police qu'elle croisait lui faisait battre le cœur plus fort. Dans le rétroviseur, elle s'attendait presque à voir une silhouette la suivre. Mais rien. Juste le ruban de route, le bruit régulier du moteur, et cette angoisse sourde qui lui nouait la gorge. Le café où Marcus Webb lui avait donné rendez-vous se trouvait sur le port, modeste, presque anonyme. Il l'attendait déjà, une tasse de café fumant entre les mains. Ses cheveux, argentés,
contrastait avec le pull de pêcheur qu'il portait. Ses yeux, d'un gris profond, racontaient des histoires de perte, de trahison et de vérités incomplètes. Rachel lui raconta tout. Sans rien omettre. Sa voix tremblait parfois, mais elle alla jusqu'au bout. Quand elle eut terminé, Webb resta silencieux un long moment, les doigts croisés, pensif. Puis il se leva lentement. « Montrez-moi. » Ils reprirent la route dans sa voiture. Rachel gardait les mains serrées sur ses genoux, le regard fixé sur la mer. « Vous me croyez ?» demanda-t-elle enfin. Webb eut un sourire amer. « Cela fait 30 ans que j'attends que quelqu'un retrouve ce que Sullivan a caché. On l'a toujours soupçonné d'avoir un lien avec le casse du Gardner. Mais il a disparu avant qu'on puisse le coincer. » Son visage se durcit. On a retrouvé son bateau échoué près de la Nouvelle-Écosse. Pas de corps. Certains pensent qu'il a voulu doubler ses complices. Peut-être ici, dans ce phare. Quand ils atteignirent la pièce secrète, Webb resta pétrifié dans l'embrasure de la porte. Un long silence tomba. Puis, d'un pas lent, il entra, comme on entre dans une cathédrale. « Mon Dieu » murmura-t-il. Il s'accroupit près des pièces d'or, en prit une entre ses doigts. « Ce n'est pas seulement le butin du Gardner » dit-il en la tournant dans la lumière. Ce doublon date du XVIIe siècle. Qualité musée. Son faisceau de lampes révéla d'autres trésors, coffrets incrustés, toiles roulées, figurines sculptées. 30 ans de vol. Sullivan n'était pas seulement un receleur. C'était le receleur du milieu. Le coffre-fort de la côte. Rachel sentit un vertige. Alors, que dois-je faire ? Webb se redressa, le regard grave mais empreint de respect. 3 options, dit-il. La première, tout remettre au FBI. Vous recevrez peut-être une récompense symbolique. De quoi payer vos factures, pas plus. Il marqua une pause. Deuxième option, tenter de vendre tout cela au marché noir. Vous finirez morte ou en prison. Il s'approcha d'elle, ses yeux plus doux. Troisième option, vous travaillez avec moi. On fait ça légalement. Il y a des récompenses énormes. Rien que pour le Gardner, 10 millions de dollars. Et si on ajoute les autres pièces, les assurances pourraient verser jusqu'à 20 millions. Rachel eut l'impression que ses jambes cédaient sous elle. 20 millions. De quoi ne plus jamais craindre le lendemain. De quoi offrir un avenir à ses enfants. De quoi transformer ce phare délabré en un lieu de lumière et de vie. Mais Webb la ramena à la réalité. Ce sera long, prévint-il. Des mois, peut-être un an. Et il faudra être prudente. Sullivan est mort, mais ses partenaires, eux, ne le sont peut-être pas. Si la nouvelle fuite. Alors on garde le secret, coupa Rachel. Mes enfants savent se taire. Les semaines suivantes prirent un rythme presque clandestin. Webb venait 2 fois par semaine, jamais aux mêmes heures, toujours attentif à ne pas attirer l'attention. Ensemble, ils cataloguaient les objets, retraçaient leur origine, contactaient discrètement les assureurs et les musées. Pendant ce temps, Rachel s'acharnait à rendre le phare habitable. Avec ses maigres économies, elle remplaça les vitres, repeignit les murs, rebâtit un semblant de foyer. Tout en sachant que bientôt, tout changerait. Mais le village continuait de la juger. À l'épicerie, les femmes chuchotaient. Au magasin de bricolage, les hommes la regardaient avec une pitié méprisante. Cette femme porteur, la fierté avant la chute, disait-il. Un jour, Denise Whitman, dont le mari possédait la moitié des commerces du port, l'interpella devant l'école. « Vous savez ce que vous enseignez à vos enfants » lança-t-elle d'une voix forte. « Qu'il est normal de tout risquer. Quelle sorte de mère êtes-vous » Rachel se contenta de ramasser les cartables de ses enfants. « Le genre de mère qui essaie, » répondit-elle doucement. « Ce que vous n'avez jamais eu à faire. » Les mots lui restèrent pourtant au cœur comme des échardes. La nuit, quand le vent faisait gémir les poutres du phare et que les enfants dormaient, le doute revenait. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être qu'elle n'était qu'une femme insensée, suspendue à un rêve fissuré. Mais alors, elle repensait à la salle cachée, à la lumière du projecteur glissant sur les pièces d'or, au visage concentré de Webb penché sur ses registres. L'avenir n'était pas un mirage. Il attendait, juste au-delà de la peur. Ben, le plus jeune, était le plus difficile à contenir. Sa curiosité débordante menaçait sans cesse de briser le secret. « Maman,
quand est-ce qu'on dira aux gens pour le trésor? Quand ce sera sûr, répondait-elle. Quand tout sera prêt. Mais ils se moquent de toi. Ils disent des choses méchantes. Rachel le serra dans ses bras. Qu'il rit, mon cœur. Nous savons la vérité. Et parfois, ça suffit. Tyler, lui, canalisait sa colère autrement. Il réparait tout, les vitres, les murs, le vieux générateur électrique qu'il réussit à faire fonctionner en suivant des manuels trouvés à la bibliothèque. Quant à Mia, la plus jeune, elle dessinait. Des dizaines de feuilles couvertes de couleurs, de cœurs, d'étoiles, de lumière. Regarde, maman. Voilà à quoi ressemblera notre phare quand il brillera de nouveau, disait-elle en brandissant ses dessins comme des promesses. 3 mois passèrent ainsi. Puis, un soir, Webb arriva plus tôt que d'habitude. Son regard brillait d'une tension nouvelle. Le musée Gardner veut te rencontrer, dit-il. Ils sont prêts à discuter de la récompense. Mais Rachel, ils veulent rendre l'affaire publique. Conférence de presse. Caméra. C'est mondial, tu comprends? Rachel sentit le sol vaciller sous ses pieds. Quand? 2 semaines. 2 semaines avant que le monde entier ne découvre ce qu'ils avaient trouvé. 2 semaines pour préparer ses enfants à une tempête de curiosité, de richesse et peut-être de danger. Ce soir-là, elle les réunit dans la salle de la lanterne. Tyler venait tout juste de remettre la lumière en marche. Le faisceau balayait la mer, tranchant l'obscurité. Il faut que je vous dise quelque chose, commença-t-elle. Bientôt, tout le monde saura. Les journalistes, la télévision. Ils voudront nous parler. Est-ce qu'ils arrêteront d'être méchants? Demanda Mia d'une voix tremblante. Rachel la serra contre elle. Certains, oui. D'autres seront méchants autrement. Mais peu importe. Nous aurons la vérité. Et nous aurons nous. Tyler se redressa, le menton levé. Qu'ils viennent, dit-il. On n'a pas peur. Rachel sourit, fière et terrifiée à la fois. Ce n'était pas la gloire ou l'argent qui l'inquiétait. C'était ce que tout cela pouvait faire à leur cœur. Elle craignait la façon dont la richesse pouvait fissurer les liens les plus solides, transformer les âmes, éteindre la flamme qu'avait allumée la lutte. Elle se tourna vers la mer. Le faisceau du phare glissait sur les vagues noires, éclairant un instant l'infini avant de disparaître. Et dans ce silence vibrant, Rachel fit une promesse muette. Quoi qu'il arrive fortune, renommée ou danger, elle protégerait cette lumière. Celle du phare, oui. Mais surtout celle de sa famille. Celle qu'aucun trésor, aussi grand soit-il, ne devait jamais éteindre. La lumière de Bécon. L'argent allait bouleverser leurs conditions de vie, mais il ne changerait pas qui ils étaient. 2 jours avant l'annonce officielle, Rachel se réveilla pour découvrir, horrifiée, des mots peints à la bombe sur la base du vieux phare. Full. Gold. De l'or de fou. Elle frottait frénétiquement la pierre, le chiffon imbibé d'eau salée, lorsque Marcus Webb arriva. « Tu vas bien ?» demanda-t-il doucement. Elle continua à frotter sans lever les yeux. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Non, confirma-t-il, ils n'en ont aucune idée. La vraie question, c'est, toi, es-tu prête? Rachel se redressa, le seau à la main. Devant elle, se dressait le phare, leur phare, cette tour battue par les vents que tout le monde disait sans valeur. L'endroit que tous avaient jugé perdu, la folie qu'ils avaient condamnée. Elle le regarda longtemps, les yeux brillants d'une détermination tranquille. Je crois que j'ai été prête toute ma vie, murmura-t-elle. Je ne le savais simplement pas. Le matin de la conférence de presse du musée Isabella Stewart Gardner se leva froid et gris, typique de novembre à Boston. Rachel enfila sa seule robe correcte, celle qu'elle avait portée à des entretiens d'embauche et à l'enterrement de son mari. Les enfants, nerveux, s'agitaient autour d'elle, Tyler tirait sur son col, Mia tournoyait pour faire voler sa jupe, Ben serrait contre lui un carnet plein de questions qu'il avait préparé pour les gens du musée. Ils prirent la route dans la vieille berline de Webb. À mesure qu'ils s'éloignaient, le phare se rétrécissait dans le rétroviseur, jusqu'à n'être plus qu'un point pâle sur le ciel d'ardoise. Souviens-toi, souffla Webb, je ferai la plupart des réponses. Pour eux, vous êtes juste la famille chanceuse qui a acheté le bon terrain au bon moment. Mais c'est mentir, protesta Ben. Non, c'est se protéger, répondit Webb calmement. Il y a une différence. Le musée,
avec sa façade de palais vénitien, se dressait comme un mirage au cœur de la ville. Les rues étaient envahies de vents de télévision et de journalistes grelottant dans l'air glacé. On les fit entrer par une porte latérale, à l'écart du tumulte, les guidant à travers les galeries silencieuses où pendaient encore, vides, les cadres fantomatiques des œuvres volées 30 ans plus tôt. Des cicatrices laissées ouvertes volontairement et des absences devenues prières. La directrice du musée, Catherine Mills, les accueillit les larmes aux yeux. Madame Porter, vous n'imaginez pas ce que cela représente. Ce concerto était le préféré de Mrs. Gardner. Elle l'avait acheté elle-même, en 1892, pour le contempler chez elle. Sa voix se brisa. Ils furent conduits dans une salle de conférence où le tableau attendait, posé sur un chevalet, baigné d'une lumière parfaite. Les restaurateurs veillaient autour, tels des gardiens d'un secret sacré. Même Rachel, qui n'y connaissait rien en art, sentit la puissance silencieuse de l'œuvre, la douceur du tissu, la lumière caressant le visage du musicien, la délicatesse d'un instant suspendu dans le temps. Nous l'avons authentifié, annonça Dr. Mills. C'est bien lui. Intact. Un véritable miracle, vu la façon dont il a été conservé. Webb esquissa un geste prudent. Et à propos de la récompense. Mais Mills l'interrompit d'un signe de main ému. 10 millions, comme promis. Et le musée souhaite ajouter un geste personnel, un abonnement à vie pour votre famille et un fonds d'études pour vos enfants. Mia leva la main, timide. On pourra venir le voir quand on voudra. Mills sourit, les yeux brillants. Bien sûr. Il rentre à la maison grâce à vous. Le reste se déroula dans un flou étourdissant, les flashs des caméras, les questions criées, les micros tendus. Rachel resta fidèle à son rôle, une mère célibataire qui avait simplement acheté un vieux phare et que la chance avait visité. Rien de plus. Mais une voix s'éleva, plus perçante que les autres. Miss Porter. Vous n'êtes pas curieuse de savoir comment ces chefs d'œuvre volés ont atterri chez vous? Rachel força un sourire. Je suis simplement reconnaissante qu'ils retrouvent leur place. Cette nuit-là, en regagnant Saltmere, tout avait changé. Les routes, les maisons, les visages restaient les mêmes, mais le regard du monde sur eux s'était métamorphosé. Les voitures ralentissaient à leur passage. Les téléphones sonnaient sans répit. Reuters veut une interview. Non. 60 minutes? Non. Le Times offre une exclusivité. Toujours non. Rachel coucha les enfants dans la tour de pierre, les mêmes matelas gonflables, les mêmes murs froids. Mais désormais, l'air vibrait d'un espoir nouveau. Maman, demanda Tyler en se blottissant sous sa couverture, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? Elle s'assit au bord du matelas. D'abord, on va réparer ce lieu comme il se doit. Le rendre sûr et beau. Ensuite. Elle lui caressa les cheveux avec un sourire tendre. On s'assurera que toi, ta sœur et ton frère puissiez aller dans n'importe quelle université que vous voudrez. Le reste, on le décidera ensemble. Alors, on est riche? Elle réfléchit un instant, puis répondit doucement. Non. On est libre. Et c'est très différent. Le lendemain, Saltmere n'était plus le même. Les mêmes gens qui l'avaient raillé lui souriaient à présent avec une chaleur trop appuyée. À la cafétéria, Denise Whitman, celle qu'il avait jadis traitée de folle, tenta de la prendre dans ses bras. Je savais que tu étais courageuse. Acheter ce phare, quelle vision. Rachel se dégagea poliment. Excuse-moi, Denise, je dois passer à la quincaillerie. Là-bas, le vieux Murphy se précipita pour la servir. Tout ce qu'il vous faut, Miss Porter. C'est offert. Non, répondit-elle calmement. Je paie, comme toujours. Mais rien n'était plus comme avant. Le mépris s'était mué en avidité, les moqueries en sourires affamés. Partout, elle percevait la même lueur de convoitise derrière les politesses. Les semaines suivantes, les compagnies d'assurance affluèrent pour récupérer les trésors. Chaque restitution apportait une récompense nouvelle. Les croquis de Rembrandt, 3 millions. Un Degas, 2,5 millions. Des artefacts de la dynastie Qing, 1,8 million. Les sommes s'accumulaient à un rythme vertigineux. Webb s'occupa de tout, méthodique et honnête, il prit uniquement ses honoraires de consultant et veilla à ce que chaque dollar soit propre, légal, déclaré. À Noël, Rachel Porter possédait 22,7 millions de dollars sur son compte et vivait encore dans un phare où les enfants faisaient leurs devoirs sur une table pliante.
Elle engagea des entrepreneurs les meilleurs, mais pas les plus tapas accent grave l'œil. La restauration du phare ne devait pas le transformer en château. Elle voulait un foyer, pas un monument. 4 chambres, expliqua-t-elle à l'architecte. Une pour chaque enfant, une pour moi. Une vraie cuisine, une bibliothèque dans la salle de la lanterne. Et surtout, la lumière. Je veux qu'elle fonctionne à nouveau. La jeune architecte, originaire de Portland, sourit. Pour guider les navires? Rachel hocha la tête. Non. Pour se souvenir d'où l'on vient. Certains soirs, elle descendait encore jusqu'à la salle cachée, désormais vide. Plus de trésors, seulement les échos du passé. Elle pensait à Sullivan, cet homme assez désespéré pour voler, assez rusé pour cacher, mais trop malchanceux pour profiter de sa trouvaille. Elle imaginait ces années où les richesses dormaient dans l'ombre, pendant que le phare s'effritait au-dessus d'elle. Surtout, elle songeait à la chaîne des hasards, à la mort de sa mère qui lui avait laissé juste assez d'argent pour acheter ce lieu, à la curiosité de Ben qui avait remarqué la cloison creuse, à toutes les pertes, les chagrins, les épreuves, qui, sans qu'elle le voie, l'avaient conduite à ce miracle. Une fois, alors qu'elle contemplait la pierre nue, Mia vint la rejoindre. « Maman, tu es triste ?» Rachel la serra contre elle. « Non, mon cœur. Je pensais juste à ton père. Il aurait adoré cette aventure, dit la petite d'un ton sérieux. Oui, souffla Rachel. Il était doué pour réparer les choses. Toutes les choses. Elles restèrent là, main dans la main, dans la pièce où les ombres semblaient retenir leur souffle. Au printemps, le phare renaquit. Les nouvelles fenêtres capturèrent la première lumière du jour. L'escalier en colimaçon, restauré, brillait d'une peinture fraîche. Dans la salle du haut, la lanterne refonctionnait son faisceau tournant à nouveau sur la mer tandis que les murs abritaient désormais des rayonnages de livres, le paradis personnel de Ben. La ville observait cette métamorphose, certains avec admiration, d'autres avec une jalousie mal dissimulée. Rachel, elle, avançait avec grâce et prudence. Elle faisait travailler les artisans qui l'avaient soutenue quand elle n'avait rien, et répondait avec un calme poli à ceux qui l'avaient méprisée. Mais elle n'oubliait pas. Un jour, Denise Whitman revint à la charge. Rachel, tu devrais investir dans le nouveau projet immobilier de mon mari. Une opportunité incroyable. Rachel lui adressa un sourire d'une douceur glacée. Je suis désolée, Denise. Je n'investis plus que dans l'avenir de mes enfants. Tu comprends, une mère doit être prudente. On ne peut pas se permettre d'être imprudente avec la sécurité de sa famille. Denise rougit. Les mots lui revinrent comme un boomerang, c'était exactement ce qu'elle avait dit, autrefois, pour se moquer d'elle. Et tandis que le phare s'illuminait chaque nuit, visible depuis tout le littoral, Rachel Porter sentait en elle une lumière similaire, une flamme née de la persévérance, du deuil, et de la foi tranquille en la possibilité d'un nouveau départ. Elle n'était plus la femme ruinée qu'on plaignait, ni la rêveuse qu'on ridiculisait. Elle était devenue la gardienne de son propre horizon. Et dans la clarté dorée de Bécon Point, la liberté avait enfin trouvé un visage. Le phare de Selmay, la lumière qui ne s'éteint jamais. L'adolescent en colère qui autrefois maudissait leur pauvreté commença peu à peu à s'adoucir. Tyler, désormais grand et réfléchi, se lança avec ardeur dans ses cours avancés, ses mains tachées d'encre et de rêve. Il découvrit une passion inattendue pour la navigation, apprenant à manier les voiles avec la précision et la détermination des gardiens de phare d'autrefois. « Je veux entrer à l'académie des gardes-côtes », déclara-t-il un soir, les yeux brillants du même éclat que la lanterne du phare. Comme ceux qui gardaient autrefois la côte et faisaient briller la lumière. Ben, lui, trouva son refuge dans le monde des circuits et des engrenages. Avec le même feu intérieur qui, jadis, le poussait à fouiller chaque recoin du phare à la recherche de secrets, il rejoignit le club de robotique. Pour la première fois, il avait les moyens d'assouvir son insatiable curiosité. Dans un coin du salon, il construisit un modèle miniature du phare, complet avec un faisceau lumineux rotatif, contrôlé par un programme qu'il avait lui-même codé. C'était son hommage silencieux à la maison qui avait changé leur vie. Mia, la petite fille autrefois craintive, toujours accrochée à la jambe de sa mère, s'épanouit à son tour. Elle prit des cours d'art, peignit des fresques colorées sur les murs de sa chambre et racontait à qui voulait l'entendre l'histoire du jour où ils avaient trouvé un trésor caché dans leur maison. Le soir où le faisceau restauré du phare balaya pour la première fois la surface de l'océan, la ville entière se rassembla sur la grève. Le vent sentait le sel et la joie. Rachel, debout à la fenêtre de la salle de la lampe,
observait la lumière fendre l'obscurité comme une promesse tenue. On devrait faire une fête, proposa Tyler. Inviter tout le monde. Tout le monde, demanda Rachel. Il hésita, puis hocha la tête. Oui, même ceux qui ont été méchants. On n'a pas besoin d'être comme eux. Et ils le firent. Par une douce soirée de juin, les pelouses du phare de Saltmer s'emplirent de rires et de musique. Des tables croulaient sous les pins aux homards et les houpipis. Les enfants grimpaient sur les rochers, leurs cris se mêlant au bruit des vagues, tandis que les adultes visitaient le bâtiment rénové. Rachel observait tout cela depuis la galerie, redécouvrant son foyer à travers les yeux émerveillés des visiteurs, la grande cuisine professionnelle où elle préparait encore du gruau chaque samedi matin, les chambres chaleureuses ouvertes sur l'infini de l'océan, la bibliothèque où des premières éditions côtoyaient la collection de bandes dessinées de Ben. Mais ce que les visiteurs ne voyaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'étaient les vraies richesses. Tyler aidant ses frères et sœurs à faire leurs devoirs sur la table de la cuisine. Ben, toujours en quête de passages secrets, tapotant les murs à la recherche d'un mystère caché. Mia chantant sous la douche, sa voix claire rebondissant sur les pierres comme une bénédiction. Les gens voyaient une femme chanceuse. Rachel, elle, voyait une famille enfin libre. Tard dans la nuit, une fois les derniers invités partis et les enfants endormis, Rachel monta jusqu'à la lanterne. Webb se tenait là, les mains dans les poches, contemplant les lueurs des bateaux de pêche au loin. Des regrets, demanda-t-il doucement. Rachel réfléchit un instant. J'aurais voulu que John voie ça. Il aurait été si fier des enfants. Et de toi, ajouta Webb. Elle sourit. Il disait toujours que j'étais trop têtu pour mon bien. Ça t'a plutôt bien servi, répondit-il. Ils restèrent un moment silencieux, apaisés par le murmure du vent et le clapotis des vagues contre les rochers. Puis Webb reprit. Tu sais, il y a d'autres phares à vendre le long de la côte. Peut-être que certains cachent leurs propres trésors. Rachel éclata de rire. Un miracle me suffit. Et puis, je ne suis pas dans le commerce des chasseurs de trésors. Alors, dans quel commerce es-tu? Rachel observa la lumière du faisceau tournant, régulier, rassurant. Celui de la lumière. Faire en sorte que les gens puissent rentrer chez eux. Webb hocha lentement la tête. C'est un bon commerce, ça. Un an après la conférence de presse, un colis sans expéditeur arriva. À l'intérieur, un vieux journal de cuir, usé, taché d'eau salée. Sur la première page, une date, 1979. J'ai pris le poste de gardien aujourd'hui. Bon endroit pour se cacher. Bon endroit pour préparer la suite. C'était le journal de Patrick Sullivan, l'homme qui, des décennies plus tôt, avait sombré du désespoir à la criminalité, puis à l'oubli. La dernière entrée, datée de la nuit de sa disparition, disait simplement. Ils savent. Je prends le bateau vers le nord. Si quelqu'un trouve ceci, trouve tout le reste. Faites-en quelque chose. Faites-en quelque chose de bien. Rachel resta longtemps assise avec le journal sur les genoux. Puis, avec un respect silencieux, elle le plaça dans la petite salle du musée qu'elle avait créée au rez-de-chaussée du phare. Une plaque, gravée simplement, portait ces mots. Les gens font des choix. Certains mènent à l'ombre, d'autres à la lumière. La différence, c'est ce que vous faites quand vous vous retrouvez au carrefour. Le phare était désormais une destination. Les touristes affluaient pour suivre la route du trésor de Saltmer. Les habitants, fiers, faisaient visiter leurs symboles de renaissance. Rachel les accueillait tous avec un sourire, demandant un droit d'entrée modeste dont les bénéfices servaient à alimenter les fonds universitaires de ses enfants et les œuvres de charité locales. Un après-midi, une jeune mère arriva, tenant par la main 3 enfants fatigués. Elle comptait ses pièces une à une pour payer l'entrée. Rachel reconnut immédiatement ce regard, ce mélange de peur et de fierté, celui qu'elle-même avait porté autrefois. « Vous savez quoi » dit-elle doucement. « Aujourd'hui, c'est gratuit. Et il y a des biscuits tout frais dans la cuisine, si les enfants ont faim. » Les yeux de la femme s'embuèrent. « Merci. On vient d'emménager ici. Mon mari, il est parti. Je ne connais encore personne. » « Eh bien, maintenant vous connaissez quelqu'un, » répondit Rachel en lui tendant la main. « Je m'appelle Rachel. Et voici Tyler, Ben et Mia. Nous savons ce que c'est que de recommencer à zéro. » Ils passèrent l'après-midi ensemble. Les enfants jouèrent, les 2 femmes parlèrent longuement. Au moment de partir,
la jeune mère hésita sur le seuil. Ils disent que vous avez trouvé un trésor ici? Rachel sourit. Oui. J'ai trouvé beaucoup de choses ici. L'argent n'en était qu'une petite partie. Ce soir-là, tandis qu'elle préparait le dîner dans sa cuisine de rêve, Mia leva les yeux vers elle. Maman, tu crois qu'on va les aider, comme Monsieur Webb nous a aidés? Rachel sourit doucement. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense, dit Mia avec gravité, que quand on trouve un trésor, on est censé le partager. Tyler ajouta aussitôt. Pas l'argent, hein. L'autre trésor. Celui qui donne de l'espoir. Ben hocha la tête. Comme le phare aide les navires, on peut aider les gens perdus. Rachel les regarda à un de ses enfants, forgé par la tempête mais plus lumineux que jamais. Alors c'est ce qu'on fera, dit-elle simplement. Cette nuit-là, le faisceau du phare tourna comme toujours, découpant l'obscurité de ses arcs réguliers. Mais désormais, il ne servait plus seulement à avertir les navires des rochers. Il appelait les âmes à rentrer chez elles, les perdus, les blessés, les rêveurs qui n'avaient besoin que d'un peu de foi pour repartir. Rachel Porter avait acheté un phare en ruine avec ses derniers $8000, sous les rires de tout un village persuadé qu'elle avait perdu la tête. Mais dans ces murs rongés par le sel, elle avait trouvé $200 millions en trésors volés et de quoi faire taire pour toujours les moqueurs. Pourtant, la véritable richesse n'était pas cachée dans les coffres ni les pièces d'or. La vraie richesse, c'était la métamorphose d'une famille brisée devenue unie. C'était la fierté retrouvée, la dignité gagnée, le respect reconquis. C'était la preuve qu'il est possible de rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde doute de vous. Et au cœur de tout cela, il y avait une mère. Une femme seule, qui avait refusé de laisser la peur dicter sa route. Qui avait montré à ses enfants que les plus grands risques mènent parfois aux lumières les plus éclatantes. Qui avait prouvé que les choses les plus brisées peuvent redevenir magnifiques. Aujourd'hui encore, le phare se dresse, fier et silencieux, face à l'Atlantique. Chaque nuit, son faisceau balaie la mer d'une lumière régulière. Les habitants de Saltmer raconteront volontiers l'histoire du trésor trouvé dans ses murs, de la femme qui eut la chance de sa vie, des millions qui changèrent tout. Mais si vous y allez vous-même, si vous grimpez ces marches en colimaçon et que vous vous tenez dans la salle de la lampe au moment où le soleil se couche sur l'océan, alors vous comprendrez la véritable histoire. Ce n'est pas une légende de trésor caché. C'est une histoire de lumière choisie. C'est le courage d'acheter le phare brisé quand tout le monde vous traite de folle. C'est la foi de croire qu'un éclat, aussi fragile soit-il, peut percer la nuit. C'est l'enseignement transmis à ses enfants, que la moquerie n'est que du bruit, et que la seule voix qui compte est celle qui murmure. Tente ta chance. Parfois, une chance suffit. Et ainsi, le faisceau continue de tourner, fidèle et sûr. Quelque part à Saltmer, une autre mère, seule elle aussi, borde ses enfants en pensant qu'il existe encore de la lumière. Le phare tient sa promesse. La lumière reste allumée. La lumière de Rachel Porter. Le sentier reste clair, même lorsque la brume semble tout engloutir. Car certains chemins, aussi égarés paraissent-ils, savent toujours ramener ceux qui se perdent vers la maison. Il en va ainsi de la vie, certains trésors sont faits pour demeurer cachés, à l'abri du monde et du temps, d'autres, au contraire, attendent patiemment qu'une main audacieuse les découvre. Mais les plus grands trésors, ceux qui ne se perdent jamais, sont ceux que nous devenons au fil du voyage. Rachel Porter n'aurait jamais imaginé que sa propre quête commencerait par un pari insensé, l'achat d'un vieux phare pour $8000, une somme dérisoire pour ce monument oublié, rongé par les embruns et les années. Les habitants de la petite ville côtière la prenaient pour une folle. On murmurait dans les cafés qu'elle jetait l'avenir de ses enfants dans les vagues, qu'elle poursuivait un rêve brisé au lieu de construire une vie stable. Mais Rachel ne cherchait pas l'approbation, elle cherchait un sens, une lumière, quelque chose qui lui prouve que la fin d'une histoire pouvait encore cacher un commencement. Alors, elle signa. Et le vent de l'océan, complice silencieux, sembla applaudir son courage. Les premiers jours furent rudes. Le phare, gigantesque carcasse de pierre et de rouille, menaçait de s'effondrer à chaque rafale. Les murs transpiraient l'humidité, les vitres du lanternon étaient couvertes de sel, et l'escalier en colimaçon gémissait sous chaque pas. Ses enfants, Tyler, Ben et Mia, l'aidaient comme ils pouvaient, ramassant les débris, riant parfois pour masquer la peur de tout perdre encore. Leurs mains se couvraient d'ampoules, mais un feu invisible commençait à brûler dans leur cœur, celui de la reconstruction. Puis, un jour, en nettoyant la trappe rouillée sous l'escalier, Rachel découvrit quelque chose que le temps avait voulu garder secret.
Une malle. Ancienne, scellée, lourde. À l'intérieur, ce n'étaient pas de simples objets oubliés, c'était la trace d'un crime maritime enfoui depuis des générations, les vestiges d'un vol légendaire et un trésor d'une valeur inestimable, estimé à près de 200 millions de dollars. Le monde entier en parla. Les journaux, les chaînes de télévision, les curieux affluèrent à Saltmer, cette ville côtière qu'on croyait condamnée à l'oubli. On venait voir le phare maudit devenu miraculeux, la mère Courage devenue héroïne. Mais ceux qui ne virent qu'une fortune manquèrent le véritable miracle. Car ce que Rachel avait trouvé dépassait de loin l'or et les bijoux. Elle avait découvert la vérité qu'aucune richesse ne peut acheter, la force silencieuse d'une mère, capable de transformer la dérision en admiration, la honte en espoir, les ruines en renaissance. Le phare, naguère brisé, s'éveilla peu à peu à la vie. Les pierres grises reprirent couleur, le cuivre terni du dôme se remit à briller sous le soleil. Là où régnait le vide, Rachel fit fleurir des tables, des rires, des lumières. Les habitants qui, autrefois, s'étaient moqués d'elle, vinrent prêter main forte. On repeignit les murs, on nettoya les vitres, on répara le mécanisme du faisceau. Et un soir, pour la première fois depuis 40 ans, le phare ralluma sa lumière. La mer, dans son éternelle respiration, sembla retenir son souffle. Puis le rayon blanc fendit la nuit vaste, pure, infinie. Un trait d'or dans l'obscurité. Un signal au monde, la lumière est revenue. Les enfants de Rachel, les yeux levés vers le ciel, comprirent ce que leur mère avait tenté de leur enseigner sans mots, qu'aucune ruine n'est définitive, qu'aucun rêve n'est trop grand quand il naît d'un cœur sincère. Leur mère n'avait pas seulement acheté un phare. Elle avait racheté leur avenir. Le lendemain, le port entier résonna de vie. On organisa une fête sur les falaises, à l'endroit où la lumière du phare se posait en diagonale sur la mer. Tyler proposa d'inviter tout le monde, même ceux qui s'étaient moqués d'eux. Rachel hésita, puis sourit. Oui, tout le monde, dit-elle. Parce que nous ne devons pas devenir comme ceux qui doutent, mais comme ceux qui pardonnent. Et ce soir-là, sous le ciel d'été, le phare devint le cœur battant de la communauté. Les tables croulaient sous les plats, les rires se mêlaient aux vagues, et la lumière du faisceau tournait lentement, balayant le monde de sa lueur apaisée. Les anciens pêcheurs racontaient des histoires de tempêtes et de mirages. Les enfants dansaient dans l'herbe. Même les plus sceptiques restaient silencieux, les yeux humides, face à cette vérité simple, la beauté peut renaître là où tout semblait perdu. Avec le temps, la légende de Rachel Porter dépassa les frontières de Saltmer. Des journalistes vinrent du monde entier, croyant raconter une histoire de fortune et de hasard. Mais tous repartaient bouleversés. Ils comprenaient, trop tard, que le véritable trésor n'était pas ce qu'elle avait trouvé mais ce qu'elle avait fait de sa découverte. Elle utilisa une partie de sa fortune pour restaurer d'autres phares abandonnés, pour créer des bourses destinées aux familles en difficulté, pour redonner espoir à ceux que la vie avait laissés sur le rivage. Les autres gardaient l'or. Elle allumait des lumières. Le phare devint plus qu'un monument, un symbole. Un rappel que les lieux brisés peuvent redevenir des refuges, et que les âmes blessées peuvent apprendre à briller de nouveau. Et un soir, bien des années plus tard, Rachel monta seule jusqu'à la lanterne. Le vent s'engouffrait dans les interstices, soulevant doucement ses cheveux gris. De là-haut, la mer s'étendait à perte de vue, calme, presque endormie. Elle posa sa main sur le métal tiède du projecteur. Chaque rotation du faisceau semblait lui murmurer une leçon apprise à la dure. Que la lumière la plus puissante n'est pas celle qui éclaire le monde, mais celle qui, dans la nuit du doute, refuse de s'éteindre. Elle pensa à toutes les versions d'elle-même qu'elle avait laissées derrière, la veuve inquiète, la mère fatiguée, la femme que l'on jugeait. Et à celle qu'elle était devenue, une femme libre, debout, baignée de lumière. Certains trésors doivent demeurer enfouis, protégés du regard des hommes. D'autres sont destinés à être trouvés, car ils ont attendu patiemment le moment d'illuminer une vie. Mais le plus grand trésor, celui que ni le temps ni la mer ne peuvent engloutir, c'est celui que nous devenons en marchant vers la lumière. Rachel Porter avait acheté un phare pour $8 000 et trouvé 200 millions. Mais ce qu'elle avait réellement découvert n'avait pas de prix. La preuve éclatante qu'un acte de courage peut transformer le ridicule en émerveillement, que les lieux les plus cassés peuvent redevenir des sanctuaires, et que parfois, les gestes que le monde appelle « insensés » sont les premiers pas vers l'extraordinaire. Aujourd'hui encore, la lumière du phare de Saltmer continue de balayer l'horizon. Un faisceau d'espoir sur le bord du monde. Un rappel silencieux que le véritable trésor n'est pas ce que nous trouvons, mais ce que nous devenons en chemin. Et maintenant, l'histoire se poursuit.
2 autres récits de trésors cachés et de miracles inattendus vous attendent. Cliquez pour continuer ce voyage. Et souvenez-vous, tant qu'il existera des phares brisés, il y aura des lumières prêtes à guider le retour.